Avant, un site, c'était simple. Un monolithe en PHP, des templates HTML, CSS, une base MySQL, et c'était parti. Le métier de front-end, c'était au final surtout de l'intégration. Aujourd'hui, pour répondre à des attentes toujours plus fortes de la part de nos clients, tout s'est complexifié. Le front est devenu un métier complet et complexe, s'adressant à un back constitué d'une myriade de microservices et de services externes. Et face à ces appels API en pagaille, il fallait une nouvelle norme. Mais alors, GraphQL est-elle la solution? Les appels vont-ils eux aussi se complexifier? Et surtout, que reste-t-il des autres API? Pour répondre à ces questions d'API, je ne reçois pas Banksy, mais il s'y connaît en graph. Jonathan, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Jonathan, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Donc moi c'est Jonathan Jalouzo, je suis expert GraphQL, je suis lead dev chez Eurosport, ça fait 4 ans maintenant. On est une équipe de 10 développeurs en charge de l'API GraphQL d'Eurosport, qui est le endpoint principal pour aller récupérer les contenus, les vidéos, les programmes, les matchs, etc., qui est utilisé par tous les front-ends, donc web, mobile, télé. Et je suis aussi en charge avec l'équipe, bien sûr, du CMS, qui est l'endroit où tous les journalistes vont pour écrire leurs articles, leurs vidéos, faire leurs pages, etc. Voilà. Donc c'est une grosse équipe. Ouais. Est-ce que du coup, le CMS qui est utilisé, c'est du WordPress pour les journalistes? C'est un CMS maison, Okay. fait en React, en Next, avec une API GraphQL, bien sûr. Okay. J'en mets partout. Et voilà, c'est un projet, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus. Voilà, donc c'est assez rapide pour un CMS. C'est mon 4e, donc Okay. je commence un peu à connaître. Et là, on est en train de migrer. On a migré une grosse partie et il nous reste. Là, on vient de migrer les articles. Il nous reste les vidéos et les programmes qui seront migrés normalement fin d'année. Okay. C'est ça notre but. Enfin, c'est même pour les JO, on aimerait bien les migrer, mais c'est pas sûr. C'est ce que j'allais dire, faire une migration avec les JO, ça va, c'est ballsy quand même. C'est un peu comme ça qu'on l'a amené pour les journalistes. On leur a dit, nous, on aimerait bien que ce soit migré pour les JO. Du coup, on va pas faire les nouvelles features dans l'ancien CMS. Donc vous n'aurez pas le choix. Ouais. Ils n'ont pas trop apprécié, mais... Parce qu'en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode, on enregistre, on est début mars, donc les JO c'est dans 3 mois, 4 mois. 4 mois. Donc oui, c'est ballsy. Ouais, on va y arriver, hein. On y arrive toujours. Donc du coup, avant de creuser un peu sur ton expertise GraphQL, est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition ou une présentation rapide de GraphQL? Ouais. Donc GraphQL, c'est une spécification déjà. Faut vraiment prendre ça comme ça. Hein. C'est pas... Alors, le QL est un peu trompeur. On a l'impression souvent c'est une base de données. Pas du tout. Il n'y a aucune histoire de base de données avec GraphQL. C'est juste un moyen de communication entre un front et une API. Voilà. C'est ça vraiment le cœur de GraphQL. Donc, c'est un moyen de communiquer avec notre backend. C'est du JSON, c'est fortement typé. Et l'idée principale, donc ça a été créé par Facebook en 2012 en interne. Et ils l'ont rendu public en 2015, et vraiment les premières librairies qui utilisent du GraphQL, c'était en 2018. Donc c'est vraiment récent. Ah, en effet. En vrai, c'est tout jeune. Et l'idée, c'était de réussir à faire qu'on ait un seul call API pour afficher une page. Voilà, c'était ça le but. Ouais. Mais alors du coup, c'est vraiment, on va dire, dédié, parce que ça reste une norme, mais ça reste dédié à une communication entre le front et le back? Ouais, alors, il y a des gens qui font du back-end to back-end en GraphQL. Ils n'ont pas lu la documentation parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'idée de GraphQL, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'overfetching. J'aime bien donner cet exemple. Alors, il est mieux en visuel, mais en REST, l'API classique qu'on avait avant, quand tu voulais un burger, le backend, il t'envoyait un burger dans le sens qu'il avait envie. Donc, le pain, la salade, la tomate, le steak haché et le pain. En GraphQL, le front, il va dire, moi, je veux un burger, mais je le veux sans pain, sans salade, et je veux que ma salade et que ma tomate soit en dessous de mon pain. On peut le faire. Et donc, c'est vraiment ça qui est important. Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher de la donnée qu'on n'a pas besoin.
Entre back-end, généralement, on a besoin de toute la donnée parce qu'on va aller faire des synchronisations entre nous, on va avoir donc c'est beaucoup moins utile. Alors ça arrive, mais ça a peu d'intérêt. On n'en fait pas, nous, en tout cas. Mais du coup, il n'y a pas de service, quel qu'il soit, qui expose aujourd'hui des API publiques en Si, GraphQL. Il y a GitHub, Ouais. qui est en GraphQL. Il y a qui d'autre? Après, il y a tous les gros... les GAFA, ils ont tous une API GraphQL. Hein. Twitter, ils en ont une. Facebook, forcément, ils en ont une. Voilà. Mais généralement, ça s'utilise en complément de notre API GraphQL parce qu'il y a pour rentrer un peu dans le détail technique, il y a un truc super intéressant en GraphQL, c'est qu'on peut fédérer plusieurs API GraphQL en une seule. Donc utiliser X-Endpoint GraphQL pour créer une seule et unique API. Et en fait, ils arrivent à fusionner les types. Et donc, par exemple, moi, chez Eurosport, on a une API qui est dédiée au contenu et une API qui est dédiée aux données sportives. Mais le endpoint des données sportives, personne ne le connaît à part l'API de contenu qui directement va communiquer avec cette API. Et tout ça, c'est caché derrière ce qu'on appelle le stitching, la fédération de schémas. Et donc ça, c'est super intéressant. Par exemple, on pourrait taper sur l'API GitHub en direct. Les gens, ils appelleraient notre API, mais ça appellerait GitHub, ils ne le verraient même pas. Mais du coup, est-ce qu'au final, c'est juste un API gateway qui va récupérer les appels et qui le formate C'est exactement ça. Je pense que si tu veux quelque chose de très ressemblant, c'est les BFF, Backend for Frontend. C'est vraiment ça, GraphQL. Ça a été créé un peu pour ça. C'est l'intelligence de l'API devant... voilà. Parce qu'une API gateway, tu vois, tu peux utiliser un Kong, par exemple. Ça reste assez basique. Tu as un endpoint, il va aller chercher la ressource au bon endroit. Là, on peut mélanger des ressources. Tu peux aller avoir 2 ressources en même temps sur un endpoint GraphQL. Ok. Mais donc, du coup, comment dire, le travail technique, il est dans ce reformatage de l'information. Ouais, je vais te donner un exemple. Toi, donc chez Eurosport, notre API GraphQL, elle va communiquer avec ce qu'on appelle des data sources. Les data sources, c'est l'endroit où sont les données. Donc, nous, nos données, il y en a, par exemple, les articles, ils sont dans une base de données MS SQL, mais les vidéos, ils sont dans une base de données Postgre. Mais les images, ils sont dans un S3. Et les programmes, eux, ils sont dans une autre base de données MongoDB. Mais dans une page, moi, je veux à la fois des articles, des vidéos. Et ben, le travail de GraphQL, c'est de récupérer tout ça, et moi, de faire que c'est un article, va chercher là-bas. C'est une vidéo, va chercher là-bas. C'est un programme, va chercher là-bas. Et c'est ça que fait GraphQL. Et donc, on fédère tout ça, on met ça en même temps dans notre GraphQL. Il va savoir résoudre. En anglais, c'est resolve. Et il va résoudre chaque entité et l'envoyer au front. Mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut que tu conçoives ton gateway, du coup, pour réussir à anticiper toutes les demandes qui peuvent arriver par le GraphQL? Ou il faut que tu aies quand même une conception qui te permette d'accepter tout ce qui arrive? Généralement, l'idée, c'est vraiment de concevoir, alors, avec le front-end, comment ils vont utiliser l'API. C'est vraiment comme ça qu'on travaille en GraphQL. Chez tous les clients que je fais, c'est exactement ça que je leur dis. C'est, voilà, vous avez votre front, il va vous appeler. Comment vous allez vouloir créer votre call API? Et c'est avec ça que le front et le back-end vont se mettre d'accord sur un typage. Et ensuite, le back-end va devoir trouver la meilleure solution pour que ce soit le plus performant possible. C'est Deliveroo qui expliquait ça très bien dans une conférence où, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec un Figma. Voilà. L'équipe front, l'équipe back-end, ils disent, voilà, ça, c'est quelle query? Ça, c'est quelle query? Et ils créent leur query. Et ensuite, ils se mettent d'accord. Le front a déjà sa query toute prête. Et le back-end, il n'a plus qu'à trouver la solution la meilleure pour avoir une performance optimum. Mais alors, du coup... si tu définis comme ça ta query, pourquoi... Attends, peut-être ma question peut paraître un peu trollesque, hein, mais tu vois, si tu définis comme ça de manière précise, tu as ton mock-up, tu dis, là, je veux telle query, pourquoi tu ne dis pas, ça, du coup, on va dire que c'est ta query 22, ouais. Tu me demandes juste 22, et moi, je t'envoie le résultat parce que je l'ai formaté, en fait. En clair, après, on va faire beaucoup de réutilisation de type. Typiquement, l'article. Je te prends l'article, c'est un exemple très bien. On a 2 endroits où on va l'afficher. Dans une liste et sur la page article. Dans une liste, il ne va pas avoir toutes les infos. Il va avoir son titre, son image. Et sur sa page, il va avoir son titre, son image et son contenu. C'est le même type, mais à 2 utilisations différentes. Donc, il va falloir réfléchir quand tu crées tes queries à je veux afficher une home page et je veux afficher un article. Le front, lui, il va avoir qu'un seul type.
il va pouvoir gérer de ne pas appeler tout ce qu'il a besoin. Et côté back-end, c'est pareil. Ça veut dire que le contenu, par exemple, le body, bah, je vais faire qu'il soit résolu d'une autre manière, puisqu'il y a des fois où il n'aura pas besoin d'être résolu. Donc c'est comme ça qu'on va réfléchir l'utilisation du GraphQL. Ça n'existe pas en GraphQL de faire des get article by ID. Généralement, on appelle article page, et dedans, il y aura l'article, il va y avoir le header, le footer, tout en même temps. Ça va être ça l'idée de GraphQL. Vraiment ce côté, j'affiche une page, et du coup, je vais la récupérer. Et après, il y a des types, ça se réutilise beaucoup. Genre le foot, un match de foot, nous, on l'utilise sur tellement de pages. C'est toujours le même type, mais pas tout le temps les mêmes champs à aller chercher. Ouais. Et donc on va pouvoir gagner en perf puisqu'on va appeler beaucoup moins. Il y a des endroits où on va pas appeler tous les participants, d'autres oui. Le score, est-ce qu'on le prend, voilà. Ouais, parce que du coup, tu fais qu'un seul appel entre ton front et ton back. Oui. Bon, l'idée c'est ça. Après, en réalité, on en fait un petit peu plus, mais l'idée c'est de faire qu'un seul appel. Parce que on est d'accord que du coup, c'est utile dans le contexte où ton front, c'est une app type React qui s'exécute sur le client. Non, tu peux faire aussi en SSR, ça marche très bien. Mais du coup, ça a moins d'intérêt parce qu'en fait, tous tes appels sont en local, on s'entend, tu vois. Sur le serveur. Donc du coup, que tu en aies 1 ou 200, au final, tu as la Oui, mais tu vas pouvoir, tu vois, même si tu le fais sur un serveur classique où c'est fait par le serveur, tu vas quand même avoir plein de queries différentes avec des types qui sont différents. Et toi, ton serveur GraphQL, il va pouvoir gérer de garder en performance, toi, chaque query correcte. Oui, mais ton API Gateway, c'est ce qu'il fait au final. Oui, mais ton API Gateway, elle va pas aussi loin. Ton API Gateway, comme on disait tout à l'heure, ce qu'elle va faire, c'est cette partie elle va le résoudre là-bas, ça va le résoudre là-bas. Là, moi, je peux même compute des résolutions parce que dans GraphQL, il y a un système j'ai résolu, par exemple, un article qui contient à l'intérieur un auteur. Pour récupérer l'auteur, j'ai le parent qui est l'article et donc je peux aller chercher des infos supplémentaires. Par exemple, quand est-ce qu'il l'a fait, l'utilisation de liens, comment je peux le générer par rapport à son article. Tu peux faire sur les matchs, nous on fait pas mal de choses là-dessus, de récupération de data par rapport à ce qu'il y avait au-dessus. Donc par exemple, si tu es dans une home, tu vas pas récupérer les mêmes infos. Et ça, c'est pas le front qui va le gérer, c'est directement le back-end qui va pouvoir gérer ça. Donc tu mets une intelligence que tu pourrais pas mettre dans une API Gateway. Donc là, tu vas vraiment rentrer dans du business. Mais cette j'essaie juste de bien voir, du coup, cette résolution, elle est côté client. Côté serveur. Elle est côté serveur. Tout est côté serveur. Donc c'est ton API Gateway qui fait ce... Bah, GraphQL, c'est une API Gateway au final. Ouais. Hein. Il y a d'ailleurs les mots-clés dedans, c'est ça. Mais oui, c'est elle. Mais elle a beaucoup plus de facilité sur l'intelligence qu'elle peut mettre. Ok. Et est-ce que du coup, il y a aussi une volonté... Parce que donc, c'est quand même assez récent, tu nous évoquais des premiers trucs qu'il utilise... des premiers SDK, on va dire, qu'il utilise en 2018. Est-ce qu'il y a quand même une optique d'arriver à une mécanique similaire à du SQL où au final, il faut que tu interprètes de plus en plus de choses pour avoir quelque chose de plus en plus modulable? Ou est-ce que aujourd'hui, tu es encore sur un truc qui est quand même hyper spécifique par client? C'est-à-dire que ce que tu as fait chez Eurosport ne sera pas du tout utilisable sur un Netflix. En fait, tu as le SDK en lui-même. Nous, on utilise du Apollo Server qui est la version Node de GraphQL, la plus connue. Il y en a d'autres, mais c'est celle qui a la première à être arrivée. Donc, il y a des choses que tu vas pouvoir réutiliser, des logiques, mais par contre, tes API n'ont aucun rapport, vraiment. Moi, j'en ai fait... là, c'est ma 5e. Donc, j'aime beaucoup. C'est jamais pareil. Voilà, déjà, ça va dépendre d'où est-ce que va être ta donnée, comment tu vas la récupérer. Donc, c'est vraiment totalement différent à chaque fois. Donc oui, il n'y a pas encore beaucoup de réutilisabilité. Et c'est encore jeune, donc il y a des choses qui n'existent pas encore. On parlait tout à l'heure de sécurité. Sur GraphQL, c'est encore limité. Voilà. On n'a pas autant de choses que REST nous a apporté pendant des années. Mais moi, j'utilise encore beaucoup de REST, mais derrière mon API GraphQL. Ok. Donc du coup, cet appel que ton front fait, en gros, il va dire je veux 20 articles, voilà les champs que je veux dans chaque article. Exactement. Et du coup, tu peux définir après un niveau de profondeur, tu parles notamment des auteurs. Tu peux aller chercher les catégories de catégories, et tu peux faire une boucle. Mais du coup, en fait, est-ce qu'il faut que tu indiques je veux les catégories et je veux les catégories de catégories, ainsi de suite, ou est-ce qu'il faut que tu dis juste je veux un niveau de profondeur à 22 Tu indiques vraiment chaque champ que tu veux. Okay.
chaque profondeur que tu veux. Donc tu vas vraiment, c'est un JSON que tu vas écrire. Donc tu dis je veux l'article, le titre, donc qui s'appelle title. Tadana. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'en front, donc on a choisi par exemple le nom du titre, c'est title en back-end, mais s'ils veulent le recevoir en tant que, je sais pas moi, titre, parce qu'ils ont envie de coder en français, ça arrive, ils peuvent directement changer le naming via le client GraphQL. Donc ils ont une facilité, c'est très pratique quand on fait du React. Comme ça, on a notre objet, il est direct avec notre type TypeScript. Ouais, il est déjà manipulable. Il est bindable facilement. Donc voilà, ça, c'est des trucs qu'on peut faire. Mais oui, ils sont obligés de noter chaque élément qu'ils veulent. Alors, il y a des systèmes, il y a un système de fragments qui permet de conserver des types et de les réutiliser un petit peu partout, côté front. Mais voilà, ils sont obligés de tout renoter. Voilà, je veux ça, je veux ci. Et du coup, alors, j'imagine que si tu peux renommer une variable, entre guillemets, à la volée, j'imagine que tu peux du coup aussi restructurer ton objet de manière complètement indépendante de la manière dont il est stocké. Exactement. Tu peux comme je te disais tout à l'heure, tu peux l'avoir dans le sens que tu veux. Donc vraiment, le JSON que tu vas envoyer, tu vas recevoir la réponse, ça va être telle quelle que tu as demandé. Si tu as mis title et ensuite auteur, tu auras title et auteur. Ça, c'est sûr. Et si tu as mis auteur et title, tu auras auteur et title, dans le sens que tu as demandé. Donc ça, pour le front, c'est super essentiel. Parce que eux, maintenant, comme tu disais, c'est très compliqué. Hein, le front, moi, j'y comprends plus rien. C'est devenu quand même très dur comme technologie. Et du coup, voilà, il y a un vrai travail là-dessus. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Et ceux, maintenant qu'on la main, alors qu'avant, en reste, ils n'avaient pas du tout la main. Ils récupéraient leur objet. Et débrouillez-vous avec ça. Vous ferez comme vous voulez. Donc là, ils peuvent vraiment tout récupérer. Et ils gèrent leur type. Ils s'amusent comme ça. Ils font leur TypeScript. Ils sont très bien. Est-ce que du coup, tu vois, j'essaie en même temps de... Parce que j'entends le bénéfice que tu as côté front, c'est du coup tu fais un seul appel ou on va dire 2-3 appels. 2-3 appels. Par page, ce qui est effectivement plus intéressant que quand tu dois faire ton header, ton truc de login et compagnie. Ça, je l'entends. J'essaie de voir un peu, est-ce qu'il y a des drawbacks qu'il peut y avoir, parce que tout ce travail du coup, de parsing de ta requête, de retraitement de l'information pour mettre juste ce qu'il faut et compagnie, je me dis que ça peut t'ajouter une latence, mais en même temps, si c'est ton serveur qui le fait plutôt que le client, a priori le serveur a quand même une bande passante, enfin une capacité de traitement qui est plus importante. Ce qui est un peu dérangeant dans GraphQL, c'est l'envoi de la requête, du coup elle coûte plus cher. Ça on peut pas, parce que tu envoies dans un body un JSON qui peut être très très grand. Il faut imaginer une requête complète de la homepage d'Eurosport, c'est 50 000 lignes. Voilà. Donc commence à avoir quelque chose d'assez complet. Par contre, en sortie, le JSON qui va revenir, il va être plus petit parce qu'il y a un système des fois, j'ai pas ce type-là, donc je vais le remplacer par... Voilà, mais l'entrée, il va être très gros. Donc ça, c'est un souci. Il y a des gestions pour éviter ce souci, voilà, et que nous, on a mis en place pour gagner en performance. Ça va être le premier problème. Et après, sur côté serveur, par contre, tu as l'avantage tu vas ne chercher que la ressource que tu as besoin, donc tu vas gagner. Parce qu'il faut imaginer, quand il va appeler, s'il y a une ressource qui coûtait cher à aller chercher mais qui ne l'appelle pas, on a gagné quand même énormément de temps. Parce qu'il y a plein d'endroits, moi j'ai fait du REST pendant très longtemps, où on allait chercher des données qu'on ne servait même pas sur la page. Mais en tout cas, le coût en base de données ou le coût derrière sur il était là. Et il peut coûter très cher. Donc là, tout ça, tu l'élimines. Donc oui, il y a des défauts, hein, ça reste une technologie, donc toutes les technos ont un défaut, mais il y a des avantages qui ne sont pas négligeables. Ouais. Mais alors du coup, tu vois, tu parles justement d'éviter l'overfetching et compagnie. Ouais. Si je fais qu'une seule requête pour récupérer tout le contenu de ma page, en sachant qu'il y a une probabilité que ma page soit pas scrollée entièrement, au final, tu overfetch aussi là où avant... Ça, c'est au front de gérer du coup. Ouais. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une requête de la ligne visible sur le site, et il y a une deuxième requête qui est faite en lazy load pour aller chercher le reste. Donc on gagne forcément. Là après, c'est toute une gestion de le front à lui de gérer. Ils sont devenus plus complexes, à eux aussi de trouver les solutions. Mais bien sûr, il y a plein de solutions comme ça. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'aller chercher tout de suite, donc on va le lazy loader. Sauf les pubs, ça il faut pas le lazy loader. Mais par contre, tout ce qu'il y a après, on va aller lazy load le footer. Bon, avant qu'on scrolle là-bas, on n'a pas besoin de l'avoir. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça où c'est au front après de gérer. Mais du coup, côté back-end, nous, on va pouvoir recevoir beaucoup et gérer notre cache, etc. plus facilement. Est-ce que du coup, on parle justement, c'est la première fois là qu'on évoque ce cas-là, c'est que le front est devenu un métier
à part entière, là où il y a 20 ans, c'était vraiment l'intégration HTML. Ah oui, et j'en ai fait pendant longtemps, du c'est- Twig à l'ancienne. Voilà. Là, aujourd'hui, on est effectivement sur un métier qui nécessite d'avoir toute cette logique. On en a évoqué quelques-unes rapidement. Est-ce que du coup, GraphQL, c'est vraiment aussi une réponse à cette complexification de ce métier? Et du coup, la question surtout sous-jacente, c'est est-ce que c'est dans l'optique de simplifier une partie de ce taf pour que ça ne se complexifie pas plus, ou c'est au contraire pour décharger une partie de la complexité du back vers le front et en disant ok, maintenant on fait chacun nos trucs, moi je te donne l'info et toi tu te... En fait, il y a un peu les deux. Déjà, un des gros sujets, c'est le back-end, il va prendre tout ce qui est logique business, il va l'apprendre pour lui quand tu fais du GraphQL. Puisque aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir ton front en React pour le web, ton front iOS en Swift, tu vas avoir ton front Android. Et du coup, ceux-là, souvent, avant, ils avaient on codé la logique business dans les trois. Alors le titre, il s'affiche comme ça si c'est 4 heures de l'après-midi, etc. Oui, parce que le produit, ils ont toujours des idées comme ça farfelues. Tout ça, maintenant, c'est que dans le back-end. Eux, ils appellent le titre, ils auront le titre. Peu importe ce qu'ils ont, voilà, ils ont le titre comme le produit le veut. Donc ça, c'est déjà une avancée pour eux, parce que c'est déjà très compliqué aujourd'hui de gérer les pages, donc on gagne un peu. Et pour en faire aussi du React, moi je trouve que le gain avec GraphQL, c'est super maniable, en tout cas avec Apollo Client qu'on utilise, ou Relay, qui est la librairie de Facebook pour faire du GraphQL côté client. Il y a plein de choses qui s'automatisent. Typiquement le lazy load, il y a des choses automatiques. On lui dit, cette query-là, tu peux lazy loader pour attendre que l'autre query soit prête, etc. Tout ça, c'est tout prêt. C'est compris dans leur client GraphQL. Ils ont tout le système de typage. Déjà, le typage fort côté front, ça aide. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de composants, etc. Et ils font un truc qui est super bien aussi. Quand tu crées tes composants, tu peux créer des mini-queries GraphQL sur chaque composant. Et le client, lui, ce qu'il va faire, il va compute, il va prendre toutes les mini-queries et en faire qu'une seule. Et envoyer un seul appel au back-end. Donc ça, c'est un petit gain qui n'est pas négligeable quand on fait du front. Donc ouais, il y a des trucs sympas. Moi, je trouve que c'est... Après, je suis pas assez bon en front pour connaître tous les avantages, mais il y a quand même plein de choses. Après, ils ont aussi un système de cache interne, côté front, qui permet d'améliorer aussi les performances. Il y a des choses qu'on va pas rappeler parce qu'on l'a déjà. En GraphQL, il y a un système de En fait, en GraphQL, il y a 3 mots-clés à connaître. C'est les queries, qui est je récupère de la donnée, ça équivaut au get côté REST. Les mutations, qui sont la modification de données, donc ça équivaut au post, au put et au delete côté REST. Et on a ce qu'on appelle un truc qui est vraiment bien, c'est les subscriptions, qui est une WebSocket qu'on va poser. On va se mettre en attente d'un événement, et quand le backend aura cet événement, il va m'envoyer la réponse. Nous, on s'en sert par exemple pour les scores de match. Tu poses une souscription, boum, et l'utilisateur, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les 3 secondes, on refresh la page. Non, il va attendre, il va récupérer. Et du coup, tu as une récupération qui se fait sur un format déterminé par le client et non pas par le serveur. Il va dire, je veux ma réponse comme ça, et puis on va l'envoyer, il aura sa réponse dans le sens qu'il voudra. Donc ça, c'est pratique. Et en plus, côté, comme je disais, entre les queries et mutations, les clients, ils savent gérer du cache, de dire, là, par exemple, je fais une mutation, je peux faire de l'optimistic query. En clair, je considère que ma mutation va bien se passer, donc mon modif va bien se passer. Je vais déjà faire le changement en front, attendre que ça se passe bien, et puis c'est bien passé, je vais faire ma modif. Ça, quand tu es dev front, tu es quand même content de pouvoir changer tes composants comme ça, d'avoir du cache sur tes composants. Donc il y a des avantages. Alors après, je ne m'y connais pas assez, comme je disais, mais je ne connais pas de librairie en REST qui fait ça. Ça doit exister, sûrement. Non, mais c'est super cool, ça, le concept d'avoir une query associée à un composant. Ouais. Et quand ta page, du coup, se charge... Ça, c'est le petit plaisir, ça. Ouais. Non, c'est pas mal. Alors, en revanche, il y a un truc que tu as évoqué. Tu l'as peut-être vu, je me suis un peu reculé, j'ai trouvé ça bizarre. Ça veut dire que en GraphQL, je peux avoir une query où je lui dis je veux les articles, le nom de la personne, l'auteur, la photo de l'auteur et compagnie. En revanche, la photo de l'auteur, tu peux me l'envoyer plus tard et du coup, tu peux avoir comme ça une partie de ta requête que tu reçois dans un deuxième temps. Ça s'appelle défaire et ça permet de justement... Tu sais par exemple que la photo de l'auteur est très longue à aller chercher. Je mets un défaire. Dès qu'une partie de la query va être résolue, il va me l'envoyer et le reste, il va se mettre en attente et il attendra la réponse. Ça marche pas encore sur toutes les versions, mais ça va pas tarder. Ça marche déjà sur iOS. Non, c'est sur Android que ça marche. Ça marche pas encore sur iOS. Je trouve ça cool. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est assez sympa.
Moi, je l'ai vu en place sur des projets, donc on commence à voir les bénéfices, quoi. Mais alors, du coup, c'est une logique de cette déférence, du coup, enfin, ouais, Je sais pas encore async await. j'ai pas encore regardé comment il fonctionnait derrière. Mais du coup, ça, c'est à toi en back, du coup, de l'intégrer, de pouvoir dire, OK, là, je peux pusher un Non, début de alors réponse. même ou... pas. C'est un peu magique. C'est une directive que tu donnes. Alors une directive, c'est un petit mot-clé qu'on pose sur un schéma GraphQL. Et c'est le serveur qui sait le gérer. Et il va se débrouiller. Donc il y a un côté un peu magique qui est dans le SDK. J'ai pas encore regardé comment ça Ok. fonctionnait, mais Donc ça, c'est genre Apollo qui est capable de le gérer Apollo, aujourd'hui. Mais, Apollo ok. il le gère. Je crois qu'il y a d'autres qui commencent à le gérer. Voilà, l'idée c'est... ça reste une techno qui est toute neuve, donc il y a plein de gens qui commencent à essayer des choses. Et ça, c'est un petit truc un peu sympa. Alors du coup, côté back, si on prend l'exemple d'Apollo, au final, toi, le travail que tu as à faire, c'est de linker quand quelqu'un te Chaque dit... type a une résolution. Mais donc du coup, c'est quoi? Oui, comme c'est une résolution, du coup, là, c'est une enquête, une base MySQL. Donc Je vais la aller requête, chercher. ça va être ça. Ça va être Ou ça. tu rediriges vers un... Ouais, en fait, imagine, tu vas chercher article page. Dedans, tu demandes ton article et tu demandes le match associé. Moi, dans l'Apollo server, je vais recevoir la requête. Et lui, il va me la couper en 2 requêtes. Une pour l'article, une pour le match. Parce qu'il sait que c'est 2 types différents. Et moi, je vais créer un résolveur pour chaque truc. Donc, je vais récupérer. Et pour l'article, je vais résoudre dans MS SQL. Et puis, pour mon match, je vais résoudre dans une autre API GraphQL. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Ok. Hop, il va attendre que les 2 résolutions soient faites. Donc, il est fait en asynchrone. Donc, le plus long va gagner. Et après, il envoie. Mais donc du coup, ce résolveur, ça peut aussi bien être juste un appel à une autre API qui va trouver un résultat C'est d'ailleurs en souvent, JSON ou autre, C'est, qu'un truc qui va computer un ensemble de résultats chopés Ah ouais. à différents endroits. Généralement, l'idée, c'est qu'un résolveur, on les fait les plus petits possibles. Des fois, on va jusqu'au champ. Là, je te parlais de type, mais des fois, on va jusqu'au petit champ qui va. Le lien, par exemple. Nous, les liens, c'est un résolveur à part. Et c'est son résolveur, il fait juste des liens. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. Et généralement, derrière, c'est un peu de tout. Tu peux avoir, comme je te disais, nous, on a plein de bases de données différentes. On a des API REST, on a des API GraphQL. Voilà, on a un petit peu de tout. Donc, ça va dépendre de toi, ce que tu as mis. C'est super bien quand tu as plein de microservices et que des fois, même des microservices qui t'appartiennent pas, tu peux gérer. Et le front, il n'a pas la connaissance de tous les endpoints qui existent différents. Oui, parce que du coup, effectivement, tu peux avoir en fait un service externe qui est caché derrière tout ça. Ouais. Et ton front, il en Et a ton même front, pas, ouais. même pas connaissance. Quoi. Il sait même pas ce qu'il appelle. Donc, c'est quand même assez pratique. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'avais noté dans mes questions, est-ce que c'est une perte de logique dans le bac? Mais au final, avec tout ce que tu viens de me raconter, Non, il y a c'est quand même un... Il y a énormément de logique du côté back. Vraiment. Alors oui, il y a la logique de typage, elle passe plus côté front. Donc c'est pas toi qui décides ta ressource. Ça, d'accord. Mais tu vas y réfléchir avec eux parce que tu vas essayer de faire qu'elle soit le plus optimisée possible. Mais par contre, Mais tu la perds pas pour autant. Moi, Ouais. dans ce que tu décris, ce que je vois comme avantage, c'est que cette notion de typage, elle passe dans le front, Ouais. mais tu la perds pas pour autant. Non, c'est toi qui l'as fait quand même. C'est Ouais. toi qui dois gérer tes types. Donc, pour moi, ça ajoute et- ce ouais, bienfait aussi au front. Et du coup, il y a un vrai... Mais côté back-end, il y a énormément de travail. On serait pas 10 à faire une API GraphQL Ouais, depuis 4 j'imagine. ans s'il y avait rien Oui, à mais faire. après, Eurosport, vu la taille de la machine, tu vois, on peut Oui. supposer que le moindre taf nécessite quand même déjà d'avoir Ouais. un peu plus de monde que dans une petite PME. Oui, c'est quoi. sûr. Donc, alors j'essaie de regarder dans la liste de mes questions. Est-ce que du coup, pour toi, c'est le... Ouais, donc on a ce côté très BFF, donc d'un back for front, quelque chose qui est fait du coup spécifiquement pour cette communication. Est-ce que pour toi, c'est la fin des API REST? Est-ce que tous les API Non. publics petit à petit vont devoir y passer aussi? Non, moi je pense que c'est vraiment pas la fin. Au contraire, ça... Moi j'en utilise encore beaucoup des API REST. Il y a des endroits, on parlait de la communication back-end to back-end. Je trouve qu'en REST c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi, en vrai, pas mal de gens qui font derrière leur API GraphQL, c'est que des API REST. Voilà. Où chacun a des microservices en REST qui permet d'aller chercher les ressources. Donc il y en a beaucoup. Je travaillais pour Dior sur leur site e-commerce. Derrière, c'est que des API REST. Leur API GraphQL qui est devant. Et derrière, elle ne te fait que communiquer avec des API REST. Et elle va juste chercher les ressources et le mettre dans... Donc c'est vraiment un complément. Je dirais pas que c'est... pour moi, ça va, c'est une suite logique au front. On a besoin d'avoir un peu plus de souplesse côté front. Et du coup, on la met côté back-end.
en vrai, il faut bien que quelqu'un le fasse, hein, ce travail. Donc, il est côté back-end. Mais derrière, oui, on a besoin des API REST. Mais même, c'est la base, en fait. HTTP, ça a été fait pour ça. Donc, voilà, on en a besoin. Donc, oui, on utilise encore beaucoup. Même des fois, moi, j'ai mis des API GraphQL où je me suis dit, en fait, une API REST, ça aurait fait pareil. Parce que j'appelle toujours toutes les ressources. Donc, aucun intérêt. Du coup, ça peut être un overkill. Parfois, il y a quand même une complexité qui est portée par... Oui, bah, c'est un peu comme toujours. On a tendance un peu à développer pour la hype. Hein, je vais pas faire mon vieux, mais voilà, on faisait tenir des sites en PHP avec du Twig, ça marchait très bien. Donc voilà, maintenant on fait du React, on fait du GraphQL, on fait des microservices. Voilà, il y a aussi un côté hype, c'est très sympa. Moi j'ai vu des clients qui mettaient du GraphQL juste parce qu'ils ont vu un blog et ils ont dit oh, c'est pas mal, mais en fait derrière ils appellent tout leur type, c'est get article by ID, c'est du coup fais une API REST, ça fera pareil en fait si tu appelles tout le temps. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment dédié à des use cases. Voilà. Facebook, ils avaient leur use case, c'est qu'ils voulaient afficher tout ton feed d'actualité en même temps que les publicités, en même temps que les liens, enfin ils voulaient tout afficher en une fois et eux ils avaient 15 milliards de ressources, donc il fallait aller le chercher en une fois. Comment on fait? Ils ont inventé cette techno. C'est un truc moi qui m'a surpris quand j'ai commencé, alors il y a longtemps, quand j'étais jeune, c'était quoi? C'était en 2011. C'est quand j'ai commencé aussi. J'avais créé une boîte à l'époque où j'avais du coup beaucoup creusé les API de Facebook, à chercher plein de trucs pour essayer de choper de l'information de différents moyens. Et j'avais découvert ce principe qui était quand même assez ouf, qui était que tu pouvais requêter une ID, et tu n'avais pas besoin de spécifier si c'était un post, une photo, un commentaire, un user. Tu as une ID unique, tu vois, de manière transverse sur tous les éléments. Et je trouvais ça assez godin en fait comme truc. Mais tu vois, dans cette logique que tu évoques de GraphQL, c'est qu'en fait, je dis voilà, moi je veux un post et tu me files en fait tout le contenu qui est associé au post, les commentaires, qui l'a posté, à quelle heure, quelle que soit l'information, en fait, tu as ce résolver qui et t'as pas besoin de savoir quel type t'avais en entrée. Ouais, nous on le fait pour... on a créé une API en REST qui permet de récupérer ce qu'on appelle la taxonomie, donc c'est la liaison entre les sports, les events, les recurring events, les compétitions, etc. Et typique, on fait un peu comme ça, on a un ID qui est unique pour l'ensemble des objets. Donc t'as pas à savoir si c'est un event ou si c'est un sport. T'envoies l'ID et tu récupéreras le bon objet. Et c'est super pratique. Et en vrai, effectivement, il y a quelque chose d'assez magique avec ça, parce qu'il n'y a plus la logique de « Ah, attends, alors en fait, ça, c'est mon ID, c'est un sport. Alors du coup, il faut cette query-là. » Il faut tel type d'information que j'ai cherché, machin. Ouais, donc ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, je le fais en REST. Ouais. Et du coup, pour toi, le mauvais usage qu'on peut trouver de GraphQL, c'est des gens qui l'utilisent en fait comme une API REST. Ouais. En fait, qui juste l'utilise comme une API REST et pour derrière faire... Alors, le pire que je vois, c'est ceux qui l'utilisent comme une API REST et que derrière les résolutions, en fait, ils font pas de ce qu'on appelle de sous-résolver. Comme je parlais tout à l'heure, un article, il faut l'auteur, on le sous-résout. On le résout pas en même temps que l'article. Et quand je vois des gens qui font un select, étoile, article, left join, auteur. Gars, en fait, si le mec il appelle pas auteur, t'as quand même fait ta résolution. Aucun intérêt. Et donc, quand je fais des missions un peu d'expertise, c'est souvent là-dessus que je pointe un peu le problème. Mais tu vois, il y a aussi ce côté, quand tu commences à tester sur des gros volumes de données, j'imagine que Eurosport fait partie des gens qui plutôt pas mal appelé. Qui a un gros volume de données. Il vaut mieux faire une grosse requête SQL pour choper ton sport, enfin les équipes qui jouent, les joueurs et compagnie. Nous, on fait plein de petites requêtes SQL. En fait, qu'on cache beaucoup. Alors par contre, avec GraphQL, généralement, il faut utiliser Redis, vraiment beaucoup. Donc on fait beaucoup de cache, et donc on met beaucoup de petites requêtes dans le cache, ce qui nous permet en fait d'avoir, typiquement le sport sur un article, il ne change jamais. Le mec, il a écrit son article, son sport. C'est rare que tu transformes un article de foot en article de rugby, ou alors t'es un peu bizarre. Donc ça, il est caché une journée. Et puis la constitution d'une équipe, elle change pas tous les matins. Toutes les 20 minutes. Quoi. Exactement. Et donc on peut vraiment jouer sur chaque partie de ton graphe, de tes types. On peut jouer sur le cache sur chaque partie. Le nom de l'auteur de l'article, il change jamais. Par contre, son titre, on peut lui mettre un petit cache. Donc voilà. Et donc on a plein de petites queries SQL, et on peut un peu plus jouer sur les index.
c'est toujours plus compliqué. Aujourd'hui, les jeunes développeurs ont un peu plus de mal avec le SQL. L'indexation... Faire des index, ils ont un peu de mal. Et là, c'est un peu plus simple parce que du coup, tu n'as jamais de join. Donc ton index, il est sur le where que tu vas faire. Tu mets ton index et tu es quasi sûr d'avoir la perf maximum. Ok. Donc voilà, donc ouais, on va faire plein de petites queries. Donc en plus, aujourd'hui... Mais du coup, ça implique quand même un dimensionnement de tes bases adapté. Ouais, après, chez Eurosport, on n'a pas trop de soucis. On peut mettre ce qu'on veut comme base. Donc on a des très grosses bases. Mais même chez des clients qui ont un peu moins d'argent, on n'a pas besoin d'avoir des très grosses bases. Il faut avoir un gros Redis. Par contre, le Redis, c'est un peu le point sensible. Celui-là, s'il tombe, généralement, t'es pas... Ouais. C'est pas Et super. du coup, c'est ton résolveur qui s'occupe d'aller chercher dans le cache ou d'aller chercher l'information. Ouais, alors dans GraphQL, enfin dans Apollo Server, ils ont des trucs tout prêts qui font ça. Dès que tu plugs un data source, tu peux lui plugger un cache. Et lui, il va dire je l'ai pas. Donc il va le faire tout seul. Donc ça, c'est super pratique. Mais ça existe aussi dans d'autres implémentations de GraphQL. Ok. Mais oui, ça, c'est un peu la base. Voilà. Et après, tu as aussi ce problème. En GraphQL, on va prendre la liste d'un article. Si tu vas chercher tous les auteurs au même moment, tu vas résoudre la liste de l'article en une requête SQL. Je vais chercher les 10 articles dans la base et je vais résoudre chaque auteur. Je vais faire un petit select pour chacun. Donc c'est ce qu'on appelle le problème du N+1. Et ça, typiquement Facebook, ils l'ont résolu en mettant ce qu'ils appellent un data loader. En fait, il va attendre de récupérer tous les ID et il va faire une seule requête SQL pour aller chercher tous les auteurs en même temps. Et après, les organiser. Et après, c'est lui qui se débrouille, il les organise au bon endroit. Et donc, c'est pour ça que nous, on aime bien faire plein de petites queries. En plus, c'est beaucoup plus simple à lire après. Une petite query, c'est toujours plus simple qu'une grosse query qui a 3 let join. Je sais pas trop ce que ça fait. Alors, on a évoqué un petit peu les aspects aussi de sécurité. En fait, tu as parlé un petit peu des aspects de sécurité. Comme quoi, c'était pas encore forcément ça. Je vois deux aspects, il y en a sûrement d'autres, mais je te pose déjà ceux que j'ai en tête. Il y a la notion d'authentification. Est-ce que du coup vous êtes derrière la gestion, enfin la négociation de tokens de manière assez classique, ou est-ce que vous avez d'autres trucs? Alors, tu veux que je réponde tout de suite à celle-ci? Ouais, on va déjà commencer par celle-là. Donc oui, alors sur l'API qui est en front, elle est totalement disponible. Si tu as envie de refaire le site Eurosport chez toi, tu peux. Ok. Fais-toi plaisir. Mais parce que c'est pour nous une API qui est open, on n'a pas besoin de la fermer. Par contre, Alors du coup, attends, je me permets de te couper, parce que du coup, ce qui est intéressant avec le GraphQL, de ce que je comprends, c'est que tu as plus cette dynamique de endpoint. Là où avant, aujourd'hui, une API REST, si tu la connais pas, il faut que tu arrives à découvrir les différents endpoints et compagnie. Après, nous... Là, si tu arrives à choper le point d'entrée, faut que tu arrives à deviner le format de... Oui, parce qu'on a coupé ce qu'on appelle l'introspection. Donc l'introspection, c'est la récupération de l'ensemble des types qui existent sur notre API. Ça, en production, elle est coupée. Donc il faut que tu les devines. Oui, mais après, sur un site média, on suppose qu'il y a des articles. Je vous aide, il y a articles et vidéos. Il y a des titres, il y a des auteurs. Il y en a beaucoup d'autres. Tu testes en français ou en anglais, et déjà tu couvres pas mal de... Mais après, nous, on a considéré que comme c'est une API qui est devant un front React qui, de toute façon, montre les queries quand tu les lances, c'est pas très grave. Et en plus, au pire, ce qu'ils vont aller chercher, c'est exactement les données qui sont affichées en front. Parce que les données, nous, on n'a pas de données utilisateurs sur ces API-là. Donc, on n'a pas ce problème. Par contre, on a notre API de notre CMS. Elle, par contre, elle est sécurisée. Et donc là, on utilise comme en REST des JWT tokens pour s'authentifier. Ça marche exactement pareil. C'est de l'HTTP, donc on récupère dans le header, on vérifie nos droits. La complexité qui est en GraphQL sur la sécurité, c'est que tout passe par du POST. En GraphQL, on n'en a pas parlé, mais c'est de l'HTTP, mais que en POST. Tu fais des posts sur GraphQL. Donc ça, c'est un peu contraignant. Il y a des choses que tu peux pas catcher. Donc quand tu fais du REST, tu vas vérifier la 404 et tout. Tout ça, ça n'existe pas en GraphQL. Hein. C'est 200 ou rien, enfin, ou 500. T'as pété ton serveur. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça. Ils ont mis en place des choses pour gérer. Et il y a une chose qui est super intéressante, c'est ce qu'on appelle la persisted query. Donc en fait, c'est le front, il va nous appeler en disant voilà un SH 256 qui équivaut à ma query. Est-ce qu'il existe chez toi en get? Donc il appelle l'API GraphQL, l'API GraphQL ne le connaît pas. Le front va rappeler en envoyant sa requête post et ce SH. Et là, il va le stocker. Et donc après, le front, il peut toujours appeler en get avec cette information.
Et du coup, on peut utiliser du cache CDN, on peut commencer à faire des trucs intéressants. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut préfaire les listes possibles de persisted query, les enregistrer et faire que si quelqu'un ne nous appelle pas avec une persisted query, il ne peut pas nous appeler. Alors là, tu gagnes vraiment, enfin, il faut que le mec il arrive à décoder l'ensemble des URL possibles, ce qui est impossible. C'est un peu ce que je t'évoquais tout à l'heure, où on dit pour cette page et on dit que c'est la requête numéro 22. Ouais, voilà. Et en fait, ça te... Exactement. Sauf que c'est un truc un peu plus compliqué. Oui, on espère en tout cas. Mais voilà, donc ils essayent de faire pour que la sécurité, d'avoir un petit peu plus de choses comme ça. Mais bien sûr qu'il y a plein de choses qu'il faut faire soi-même. En reste, toi, du rate limit, tout ça, c'est un peu quasiment toutes les librairies l'ont. Là, faut le faire maison. Hein. Donc à chaque fois, il n'y a pas grand monde qui en font. Donc il faut aller regarder comment le mettre en place. On avait eu, nous, un gros souci sur... comme le front, il peut faire ce qu'il veut, on a ce problème de je veux la catégorie qui a une sous-catégorie, qui a une sous-catégorie, et puis on en a 50 comme ça. Sauf que à décoder, ça devient compliqué. Donc on a ce souci-là, donc il faut le gérer. Et donc ça peut être des problèmes... c'est assez facile, du coup, de casser l'API. Il y en a, ils ont commencé à faire des requêtes qui faisaient un post avec 100 000 lignes. Bah oui, mais... Parce qu'ils ne se rendent pas compte, le front, vu que ça compute à la fin tous les... Donc, voilà, donc tu peux avoir une variante de DDoS où en fait on va te pusher une requête mais qui va prendre un temps à résolver qui est important. Donc après c'est à toi de voir avec ton front. Là vous avez peut-être un petit peu abusé, il va falloir couper un petit peu ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu les désavantages que tu as en GraphQL. Et niveau sécurité, après ça reste de l'HTTP, donc il faut tout gérer comme de l'HTTP. Donc il faut mettre tout en place pour couper les accès, regarder qui passe, mettre un WAF, voilà, tout ça c'est important. C'est classique. Ouais. Tu as évoqué rapidement que vous aviez que des données de contenu et pas de données utilisateurs. Ouais. Est-ce que c'est un prérequis, une recommandation Non, pas du tout. Il y a des, moi chez d'autres clients, il y a on a des données utilisateurs, mais du coup l'API elle est protégée, elle n'est pas disponible. Généralement, quand tu as des données utilisateurs, il n'y a que certaines IP qui peuvent t'appeler. Enfin, voilà, tu fais beaucoup plus attention. Nous, on n'en a pas chez Eurosport parce que c'est un autre service qui s'en occupe. C'est pas chez nous. Du coup, je crois qu'il y a juste maintenant un user token qui passe pour ajouter en favori. Ce qui est pas... Okay. Il y a du coup l'autre aspect de sécurité que je voyais. Alors, il y a peut-être d'autres sujets qu'il faut qu'on creuse un petit peu avant d'abord, mais c'est l'aspect d'injection SQL, parce que pour le moment on a beaucoup parlé de fetch, mais j'imagine que tu peux aussi du coup faire un update d'infos via du GraphQL. Alors, ce qui est l'avantage, c'est que c'est typé. Donc, déjà, tu as le type de ta mutation, tu vas la forcer. Donc, généralement, à part si tu mets ça dans un string, ce qui est possible, et derrière, quand tu vas récupérer, tu vas tout de suite regarder si c'est le bon type et si la valeur est correcte. Donc, on vérifie toujours s'il n'y a pas du SQL qui traîne. Et de toute façon, nous, nos data sources, nos données, ils ne sont pas forcément tous dans du SQL. La plupart, ils ne le sont pas. Donc, c'est assez compliqué de trouver. Après, on a testé, on a réussi une fois à injecter du SQL. Donc, c'est possible. Mais voilà, on a mis en place très vite des choses pour le couper. Mais oui, donc il y a ce problème. Il faut le prendre en compte. Donc, il faut bien faire attention à ce qui est envoyé. Revérifier qu'est-ce qui est dedans, etc. Ça, de toute façon, c'est règle de base. Normalement, tu es censé vérifier tout ce qui passe. Ouais, mais nous, on s'est dit ça passait. Mais ça, ce que tu évoques, en fait, j'ai réalisé sur ta réponse que ma question était peut-être effectivement un petit peu naïve, parce que d'un côté, déjà, tu as effectivement le typage de ta requête qui te contraint quand même beaucoup sur la gestion que tu pourrais procéder. Le fait qu'effectivement, ton résolveur masque en fait la techno derrière, et donc... tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Et du coup, ta requête peut être complètement explosée. Ouais. Donc effectivement, l'injection SQL est un peu plus compliquée. Elle est plus compliquée. Et puis derrière, quand tu utilises un ORM pour appeler ta base de données, généralement, lui, il vérifie ce que tu envoies, il va valider ton type. Enfin, voilà, normalement, si tu fais dans les règles de l'art, il y a peu de risques que tu tombes sur ce genre de use case. Mais c'est possible. Donc, il faut toujours le vérifier et tester ces petites choses, ces petits use cases un peu partout, quoi. Ok. Et donc le fait que je reviens sur cette idée de composant là qui porte sa requête, et c'est effectivement assez sympa et coolos en termes de pour nous en tant que dev, on va dire. Mais ça veut dire qu'effectivement quelqu'un qui va aller décortiquer ton app React front peut commencer à avoir tout ça et effectivement du coup aller réussir quand même à choper ton contenu. Ouais. Alors on peut se dire c'est pas grave parce que c'est du contenu qui est exposé, mais du coup si la personne arrive à créer un site
qui utilise ton utilise ton contenu, contenu. et qui met de la pub dessus et que c'est lui Ouais. qui a les revenus. Après, on va le voir passer quand même. Enfin, dans les... Oui, T'es- tu vas le voir ton- passer, mais au bout de combien de temps en fait? Oui, ça c'est sûr. Et Après, du coup, c'est quoi la les- perte de revenus que tu as? L'idée, nous, c'est parce qu'on offre un petit peu cette donnée aujourd'hui. Mais la bloquer, comme je te disais, c'est mettre un token pour empêcher que le user il envoie. Et aujourd'hui, le front, il fait très peu de requêtes en client. C'est du SSR hein, côté Eurosport, donc il y en a très peu. Et le peu qui passe, ça va être de la pagination, ce qui est très compliqué à comprendre parce qu'il y a un système de token qui est pré-généré. Et comme on fait des persistent query aussi, nous on force ça. Bah, toi, tu vas voir juste un SH 256 qui passe dans ton réseau. Bah, tu peux pas en faire grand chose. Quoi. Mm. En plus, il est valide un certain temps, etc. Donc, je pense que si quelqu'un devait le faire, il a quand même un peu de travail. Ok. Mais il peut essayer. Hein. Et du coup, l'update peut se faire de manière tout à fait aussi flexible et aussi Alors fluide. c'est exactement la même chose, c'est juste qu'à la place d'écrire query au début, t'écris mutation. Mais Et sinon, du coup, tu peux avoir une query et une mutation qui passent en même temps? et tu peux un truc intéressant, c'est que tu peux faire une mutation sur plein d'objets en même temps. Donc ça, c'est plutôt pratique. En reste, si tu suis la logique REST pure, normalement, tu es censé faire que sur une seule ressource. Là, nous, tu peux faire une mutation sur l'article qui change à la fois une vidéo, un article, un match, non, ça, il n'y a pas de souci. Nous, on en a très peu. En sachant que du coup, tout ce que tu peux avoir comme complication, c'est que tu peux avoir... Ouais, il faut jouer sur les transactions, parce Mhm. que s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ouais, il y a, Si t'en as une qui passe et l'autre qui passe pas, faut il y a que tu toute arrives une réflexion à avoir. Donc, soit tu fais des petites mutations, soit tu fais des grosses et tu vas gérer chaque use case. Il y a cette complexité. Et puis, il y a aussi la complexité en GraphQL. Comme il n'y a pas le retour HTTP, c'est 200, peu importe s'il y a une erreur ou pas. Il va falloir gérer tous tes cas d'erreur en un type de sortie. Donc, ça peut devenir un petit peu contraignant. Tu vas créer Ok. plein de types. Ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ci, avec des messages, etc. Plutôt que ça t'envoie une erreur HTTP classique. La 404, nous, on est obligé de créer un type qui dit tu n'as pas le. C'est not found, quoi. Et alors du coup, est-ce qu'il y a, au-delà des deux aspects de sécurité que j'ai évoqués, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels il faut être vigilant quand tu te lances dans du GraphQL? Non, à part ça, il y a pas. Enfin, faut bien couper l'introspection, faut pas oublier, parce que sinon, ça veut dire que tout le monde a accès à. Ça équivaut à envoyer ton Swagger d'une API REST, hein, Ouais. ce qui est quand même un petit peu contraignant. Donc, ouais, il faut faire attention à ce qu'on va envoyer et surtout dans le. Vraiment, faire beaucoup de. Vérifier la rate limit, tout ce qui est la taille de tes queries. Ça, c'est les premières choses à mettre en place parce que ça va très vite. Et une fois que si tu mets en prod une query qui est énorme, tu vas très vite voir qu'il y a un problème de performance. Donc il faut mettre ces petites choses en place que tu n'as pas tendance à penser en reste, puisque tu sais que ta ressource a fait cette taille. Là, un front peut demander énormément de champs d'un coup. Il pourrait générer le site en une fois. Ce sera un peu long, mais il pourrait le faire. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, ma question vient de s'envoler. C'était sur oui, t'évoquais tout à l'heure que un des mauvais usages qu'il y a du GraphQL, c'est que les gens en fait font du REST en GraphQL. Ouais. Ce qui te rajoute du coup du taf sur ton resolver et donc ça t'alourdit un peu le truc. Est-ce qu'il y C'est a... surtout que tu n'as pas les avantages du coup, parce que tu fais pas de. Enfin, tu as toujours l'overfetching. Tu vas pas. Ça a peu d'intérêt du coup, c'est juste pour faire joli. Ma question c'était, est-ce que du coup dans les mauvaises pratiques ou dans les mauvaises implémentations de GraphQL, tu penses qu'il y a plus de gens qui vont en faire une mauvaise implémentation et qui vont avoir cette application REST ou qui vont pas prendre en compte des notions de sécurité avec un risque de se, entre guillemets, s'auto-DDoS d'une certaine façon? Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui ce que je vois c'est ça, c'est que c'est une super techno, vraiment. Quand on l'utilise correctement, on peut faire des trucs de dingue. Par contre, on a tendance à l'utiliser juste parce que ça fait joli et que tous les GAFA l'utilisent. Donc il faut faire attention et la choisir au bon moment. Je pense qu'il ne faut pas en mettre partout. Moi, j'en fais, j'en mets pas partout. Voilà, des fois, j'en mets pas. Je te donnais l'exemple, on a fait notre CMS, c'est une API GraphQL derrière, on est très déçus. On pense qu'il faut repasser en REST. Parce que quand tu vas chercher l'article, tu vas tout chercher. Quand tu vas le mettre à jour, tu vas mettre à jour l'ensemble de l'article. Donc, on s'est dit, en fait, on est en train de tout le temps appeler tout. Du coup, autant faire du REST. Mais au début, on s'est dit, oui, on en fait, du coup. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment le prendre pour ce que c'est GraphQL.
c'est un moyen de communiquer avec un front et un back-end. Donc il faut le prendre comme ça, c'est un moyen pour améliorer la relation qu'on a avec le front-end sur des applications compliquées, où on va avoir, quand tu fais du back-end, enfin un intranet, en vrai, t'embête pas. Prends directement du reste, ça va beaucoup mieux marcher, puisque ton intranet, généralement, c'est quoi? Du CRUD. Donc ça sert à ça. Et donc le GraphQL, c'est pas fait pour faire du CRUD. C'est vraiment fait pour faire des vraies pages front, où il y a une logique business à mettre un peu partout. Et quand on a par exemple que un site web et qu'on n'a pas d'application mobile, est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément sûr. Donc voilà, c'est là qu'il faut avoir ces réflexions-là. Et une fois qu'on a mis en place, c'est bien vérifier tout. En fait, en termes de performance, moi ce que j'ai vu souvent, c'est que les gens quand ils font des GraphQL, ils ont des gros problèmes de perf. Bon, moi ça m'arrange, ça me fait trouver du travail. Mais ces problèmes de performance, ils sont liés à une mauvaise compréhension de ce qu'est GraphQL. Typiquement, le cas de l'auteur que tu vas chercher et tu fais un select pour chaque auteur je l'ai vu, à chaque client, je l'ai vu. Chacun ont fait cette erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de vraiment sous-résoudre chaque partie, comment on doit le faire et aller récupérer les bonnes datas. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien réfléchir quand on fait du GraphQL, c'est pas juste pour la hype. Ouais. Voilà. D'accord, c'est de pouvoir du coup regrouper les informations et de les gérer. Mais de ce que je comprends aussi, il faut aussi avoir une gestion du cache fine et intelligente. Exactement. Et en fait, donc c'est très spécifique pour les sites de contenu, que ce soit médias ou réseaux sociaux. Ouais, moi je trouve que toi j'en ai fait aussi pour du e-commerce. Et c'est vrai que il y a beaucoup moins d'intérêt. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'intérêt parce que tu peux quasiment rien mettre en cache. Parce que tu es toujours en train de changer des choses. Et donc du coup, t'as des performances qui sont pas dingues. Et une complexité qui est assez... moi je l'ai trouvé un peu plus dur que quand tu fais du média. La mutation, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué à gérer que la query. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Ça marche très bien pour les réseaux sociaux, les médias. Ça marche super bien parce que tu as beaucoup de cache sur ces sites-là. Et surtout, tu affiches des données qui sont très différentes sur une page. Sur un site e-commerce, tu affiches un produit et derrière, tu le mets dans le panier. Donc, c'est de la mutation tout le temps. Tu es toujours en train de regarder tes stocks, vérifier. Là, tu peux rien cacher. Donc voilà, moi je trouve que une bonne utilisation aujourd'hui, les médias c'est super bien. En tout cas, aujourd'hui quasiment tous les médias sont en train d'y passer. Et pareil, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est super bien. On donnait Deliveroo, ils sont sur du GraphQL. Il y a une logique, pourtant c'est du e-commerce, mais il y a vraiment, ça marche super bien parce qu'il y a plein de cache à gérer. Et eux sur le stock, ils doivent sûrement mettre une souscription. Comme ça, tu as un refresh. Donc, ouais, mais il faut vraiment bien réfléchir au use case, il ne faut pas vouloir le mettre juste pour le mettre. Ouais. De toute façon, ça c'est valable pour toutes les technos. C'est jamais le bon choix, la hype. Faut pas coder dans la hype. Ouais. Et j'ai encore une question qui m'a échappé. C'était sur quoi? Attends, c'était pas sur la hype. Ah oui, non, c'était sur l'aspect techno. Donc vous, aujourd'hui, vous utilisez Apollo. Ouais. Tu nous as parlé de Redis. Est-ce que c'est quelque chose qui est surtout... Tu vois, on a beaucoup parlé de React. Est-ce qu'au final, c'est une norme ou une nomenclature, enfin, je ne sais pas comment trop l'appeler, mais un principe qui est surtout dans un environnement du coup JS? Non. Ou est-ce que du coup, tu l'as aussi en PHP, en Python? Alors, il ne faut pas le faire en PHP. Pour une simple et bonne raison, GraphQL en PHP, ça n'a pas trop de sens. En fait, il n'y a que Facebook qui a réussi à le faire. Parce que eux, ils avaient HHVM, qui était un PHP compilé. Donc il y avait une vraie réflexion, mais la disparition du typage effectivement elle peut être compliquée sur le... ça et surtout la synchrone en PHP. Du coup, comment tu fais tes sous-résolveurs, du coup t'attends chaque réponse, donc en termes de perf c'est pas fou. Donc je pense qu'il y a des langages qui s'y prêtent plus. Ça se fait beaucoup en Java. J'ai vu pas mal de projets en Java qui l'utilisent. Et en Python il y a Dailymotion qui a fait une grosse API GraphQL en Python avec un serveur qui s'appelle Tartiflette. J'ai adoré le nom. Donc ça m'est resté. Mais après, oui, aujourd'hui, le langage le plus utilisé, c'est du Node. Mais après, c'est lié aussi parce que le langage, en ce moment, le plus utilisé chez les devs, c'est un peu le JS. Donc forcément, c'est celui où il y a le plus de librairies GraphQL toutes prêtes. Ouais, mais c'est pas lié forcément. Il faut juste que ton langage il soit asynchrone. Ouais. S'il l'est pas, ça sert à rien. Ça se fait beaucoup en Go. Ok. J'ai vu du Go aussi. C'est mort, je crois, Go. Ça peine à sortir, on va dire. C'était bien un moment et c'est reparti.
Top. Bah écoute, merci beaucoup pour toute cette discussion autour de GraphQL. Jonathan, on a appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. On va terminer avec les 2 dernières questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Ouais, un contenu en ce moment. Alors, en ce moment, c'est marrant. Je me suis retrouvé une passion pour Dragon Ball Z. Donc, alors, c'est toute une génération, hein, mais j'ai relu tous les mangas là. Et j'ai redécouvert quelque chose d'exceptionnel, donc vraiment à relire. Voilà, je pense relire, du coup, tu parles pas du dessin animé ou... J'ai refait après le dessin animé, Okay. bien sûr, mais la lecture, en vrai, l'animé, il est comparé au manga, est juste totalement différent. Il se donne beaucoup plus dans le manga, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et oui, en ce moment, c'est ça. Puis bon, moi, je suis fan de F1, du coup, Drive to Survive, la dernière saison. Ouais. Très très bien. Ça a été la grande explosion du sportainment. J'ai découvert ce terme il n'y a pas très longtemps grâce à... Ah ça ? Ouais, bah j'imagine. En tout cas, nous, on a bien vu chez Eurosport, ça a relancé le sport à fond. On a de plus en plus de gens qui regardent. Et même en termes de contenu, on a de plus en plus de contenu sur des sports qui étaient un peu laissés à la marge, quoi. Laissé de côté. Top. Et dernière question rituelle, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Moi, je fais des tabulations qui se transforment en espace, mais je dirais que la question, c'est plus 2 espaces ou 4 espaces. Voilà. Parce que ça, c'est... Ah, toi, tu tords la question. Ouais. Alors, j'ai vu des projets avec 3 espaces. Ouais, ça c'est des projets à brûler. Ça, c'est les gens qui veulent pas prendre de décision. Je veux ni 2 ni 4, je mets 3. Mais ouais, non, nous on fait on est sur des espaces, mais c'est la tabulation qui se transforme en espace. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Et comme moi, à chaque fois, je vous remercie aussi de partager ce podcast, bien évidemment, autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, mais surtout vraiment à le partager, à en discuter autour, je sais pas, d'une code review, d'un daily stand-up, ce que vous voulez. C'est aussi un moyen de le propager. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de me faire kiffer au travers de cette aventure. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.